Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 15 au vendredi 19 avril, c'est maintenant. Cette semaine, nous avons parlé d'un sujet qui a fait du bruit, celui de l'éolien en mer. Les élus du littoral sont remontés contre le gouvernement depuis la publication d'une carte qui annonce la création de 2 parcs à moins de 15 km des côtes sans être consultés au préalable. Ce jeudi avait lieu le congrès annuel de l'AVEL, l'association vendéenne des élus du littoral, et le sujet était évidemment au cœur des débats. Les maires veulent trouver un accord pour que les parcs éoliens soient flottants et non posés, et surtout qu'ils ne pénalisent pas les activités maritimes. Il y a un consensus très large des élus du littoral vendéen qui se réunissent aujourd'hui à la tranche, mais aussi de l'ensemble des élus vendéens sur le fait qu'on ne peut pas imposer sans débat, sans concertation, de nouveaux projets de parcs éoliens, et sur le fait qu'on a déjà un parc éolien visible qui est en train de se construire entre l'île de Noirmoutier et l'île-Dieu, nos deux joyaux vendéens, et qu'on n'a pas besoin d'un nouveau parc visible des côtes. On a des contre-propositions à faire, on a bien sûr beaucoup d'idées. On avait demandé des parcs qui soient flottants, qui soient loin des côtes, qui ne soient pas dans les zones de pêche. Et on nous propose des parcs posés près des côtes et dans les zones de pêche. Donc forcément, c'est tout l'inverse de ce qu'on souhaitait. Donc forcément, on continuera le combat tant qu'on ne sera pas entendu. En tant qu'élu, on travaille sur les énergies renouvelables tout le temps. Pas que sur l'éolien, sur le photovoltaïque, sur toutes les énergies qui peuvent aujourd'hui nous permettre de produire de l'énergie. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. C'est simplement pourquoi faire ce choix de venir aussi près des côtes. C'est une volonté politique. Quand techniquement on sait qu'on peut, c'est simplement une volonté politique. Quand on veut trouver les moyens, on les trouve pour justement respecter à la fois l'environnement, les touristes, l'économie locale et les pêcheurs. Et justement, les pêcheurs sont très inquiets. Ils seront les premiers à subir l'implantation d'éoliennes dans des zones sur lesquelles ils pratiquent quotidiennement leur activité. On rappelle que 800 marins-pêcheurs exercent encore dans le département. On écoute José Joudot, le président du comité régional des pêcheurs. L'inquiétude qui est la nôtre, c'est aujourd'hui l'importance du projet. C'est 45 gigas à l'aube de 2050. Quand on sait on a 2 parcs sur le territoire en région Pays de Loire. Un qui fonctionne depuis 2 ans de 500 mégas, puis l'autre qui est en construction. Si on multiplie ça par ce qui est prévu, il va falloir de la place, quoi. Il faut s'écarter absolument du territoire, des territoires littoraux. Il y a des endroits où il y a très peu de pêche, où il y a très peu de transport, où il y a très peu d'activité. Et maintenant, si on doit faire l'économie de quelques kilomètres de câbles, tout ça pour faire plaisir à quelques fonctionnaires un peu malades et qui n'y connaissent strictement rien, franchement, ça ne sert à rien de dire qu'il faut planifier pour les 40 ans à venir, quoi. La représentante du ministre de l'Énergie, Hermine Durand, était présente. Elle n'a pas souhaité s'exprimer auprès de TV Vendée, mais elle a, semble-t-il, rassuré les membres de l'AVEL. Elle a déclaré qu'aucune décision n'était prise sur le positionnement des futurs parcs, que la France espérait devenir le leader mondial de l'éolien flottant et que le parc vendéen ne serait pas à 15 km des côtes. Un espoir donc pour les élus qui ont tout de même annoncé continuer leur mobilisation. Nous avons commencé la semaine avec une projection alarmante. La Vendée serait le 4e département avec le plus de logements voués à disparaître par la montée des eaux. C'est ce que l'on constate dans une carte publiée par le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, avec des projections sur le recul du trait de côte à l'horizon 2050 et 2100. Basée sur le scénario du pire, l'hypothèse inquiète les principaux concernés. Notre journaliste Mathis Pires s'est rendu à Noirmoutier. Au bord de la plage, rien ne sépare ces propriétés de la mer. Leur temps est désormais compté, grignoté chaque jour par les grandes marées. Depuis la Murette jusqu'à la plage, on avait 10 mètres de dune avant. Jusqu'en 2016, où là, toute la dune est partie. L'avenir de leur résidence de famille des années 50 préoccupe ces 2 cousines. Dans les prochaines années, elles pourraient bien finir sous les eaux. On s'en inquiète d'ailleurs depuis une quinzaine d'années parce que d'année en année, on voit l'érosion à l'œuvre. Tant qu'on peut, on en profite et on ne sait pas si ça prendra 2 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Comme elle, en Vendée, à l'horizon 2100, c'est plus de 41 000 logements menacés par la montée des eaux. Le département se placerait alors comme le 4e plus touché de France, si rien n'est fait. C'est un territoire de zone basse, il y a beaucoup de marais, et donc il y a des enjeux. Et en fait, à 2100, on a fait une carte où on a pris en compte, c'est la première fois qu'on faisait ce type de projection, l'ensemble des zones basses du littoral.
Et on a ajouté 1 mètre d'eau qui correspond au scénario eau du GIEC, en fait. Un scénario de 2100, c'est le scénario d'inaction, c'est-à-dire qu'on n'a même pas entretenu les ouvrages de protection. De l'autre côté de l'île, ici, où les dernières tempêtes ont frappé fort, la communauté de communes s'active pour lutter contre le recul du trait de côte. Et on a créé la communauté de communes et ce service mer pratiquement pour la défense mer. Donc on est vraiment en capacité de répondre à ces enjeux. Chaque année, 1,8 million à 2 millions d'euros sont consacrés à la défense contre la mer. Sur l'île, à cause de la menace grandissante de l'érosion, Fabien Gabory n'exclut pas de faire participer les riverains. Le dérèglement climatique étant là, on voit qu'on commence à consacrer des enveloppes de plus en plus conséquentes et donc il va falloir trouver des financements. L'État nous accompagne, il faut le savoir, on est subventionné à 80% à peu près. Mais malgré tout, il faut bien comprendre que sur des territoires comme le nôtre, il faudra trouver et lever des financements. Et donc ça passera par une fiscalité des habitants, ça risque d'être évident. Si on veut protéger les habitations, il faudra avoir les moyens conséquents. Si le scénario du pire venait à se réaliser, dans tout le département, la valeur des biens menacés s'élèverait à plus de 8 milliards d'euros. Le contrat quartier de Fontenay-le-Comte a été renouvelé jusqu'en 2030. Anciennement appelé contrat ville, ce dernier permet aux communes signataires d'obtenir une enveloppe allant de 50 à 60 000 euros pour financer des actions à destination de ces quartiers dits prioritaires et de ces populations. L'objectif est de les sortir de la situation de décrochage socio-économique dans laquelle ils se trouvent. Plusieurs quartiers sont concernés dans la capitale sud-vendéenne. C'est un contrat de 6 ans qui vient financer des actions, à la fois financées par la ville et l'État. Donc avec plusieurs piliers, des piliers sur surtout la réinsertion professionnelle, l'emploi, la santé, la cohésion sociale et puis la transition énergétique. J'ai coutume de dire qu'on a 2 dossiers importants dans ce quartier. On a l'ANRU, qui est l'agence de renouvellement urbain, qui vient financer finalement la maison, c'est-à-dire l'ensemble des projets bâtimentaires, les tours des Moulins-Lyon, l'école, tous les gros bâtiments. Et puis on a le contrat de ville qui vient financer des actions au service des habitants du territoire du contrat de ville, donc le quartier des Moulins-Lyon, le quartier des Loges et le quartier de la Sablière. Guillaume Garot, député de la Mayenne et ancien ministre délégué à l'agroalimentaire, était à Esnay ce lundi pour l'Assemblée générale de la Banque alimentaire. La Vendée compte 13 568 bénéficiaires, un chiffre en constante augmentation. Alors après la loi Garot de 2016 contre le gaspillage alimentaire, qui impose à la grande distribution de donner leurs invendus aux associations d'aide alimentaire, l'ancien ministre veut proposer une loi territoire zéro faim afin d'éradiquer la précarité alimentaire en mobilisant tous les acteurs concernés. Il faut aujourd'hui être beaucoup plus volontariste contre la précarité alimentaire. Comment ? Par exemple, en faisant qu'il y ait des tarifs de cantine en fonction du quotient familial. Ce que j'appelle des tarifs justes, pas simplement dans les écoles, pas simplement dans les collèges, aussi dans les lycées, qui est aussi un soutien très clair à tous les acteurs de la solidarité. On sait combien des réseaux étaient mis en fragilité ces derniers temps parce qu'ils n'arrivaient plus à boucler leur année. Nous sommes à 3 mois et demi du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. La flamme a été allumée ce mardi à Olympie en Grèce. Et au même moment, en Vendée, le parcours exact de la flamme était dévoilé au conseil départemental. Le 4 juin, elle passera par 7 lieux vendéens, du passage du Gois jusqu'au Sable d'Olonne, en passant par le Puy du Fou, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. On fait le point avec Alexandre Lenaour. La flamme olympique était allumée hier, mardi, en Grèce, à Olympie. Timing choisi également ce mardi par le département pour présenter le parcours officiel du relais de la flamme olympique qui traversera la Vendée le 4 juin prochain. Si le parcours était déjà, lui, connu depuis plusieurs mois et notamment les 7 sites retenus, ce dévoilement officiel a surtout permis de confirmer les heures de passage ici et là. Le grand départ sera donné à 8h du passage du Gois, 8h35 direction Fontenay-le-Comte, passage à Montaigu-Vendée à 11h29, au Puy du Fou à 12h30, arrivée du relais dans la ville préfecture La Roche-sur-Yon à 14h51 avant de boucler cette journée à partir de 17h17 à la Pointe d'Arcet, puis aux alentours de 17h58 au Sable d'Olonne. Une véritable machine logistique donc pour une journée du 4 juin qui se prépare depuis de très longs mois.
Globalement, les choses sont bien réglées. Chacun dans son secteur est en train de peaufiner jusqu'au transport scolaire, bien évidemment. Il nous reste quelques éléments, de sécurité, mais tout est en bon train, j'ai envie de dire. Et je suis très optimiste. Nous allons vivre une très grande fête. J'appelle tous les Vendéens à venir sur chacun de ces sites et à finir le soir en apothéose sur la plage des Sables d'Olonne. Ont aussi été présentés successivement par les acteurs présents ce mardi matin les grands moments forts, en tout cas quelques-uns de cette journée du 4 juin. Pour en citer quelques-uns, il y aura par exemple un tifo géant de 20 mètres qui sera préparé à Beauvoir-sur-Mer. Du côté de Montaigu-Vendée, 12 000 élèves sont attendus le 4 juin et puis 1000 personnages costumés au Puy du Fou accueilleront la flamme lors de son passage dans l'enceinte du parc. Et puis bien sûr, programme spécial aussi au Sables d'Olonne où se terminera la journée en apothéose. À 23h, le département organise un feu d'artifice pour clôturer cette journée en apothéose. Donc tout au long de la déambulation de la flamme d'une part, on aura 12 points d'animation, il y aura de la musique où les gens pourront chanter, faire la fête. Et puis on aura également par la suite, une fois que la flamme sera passée, d'autres groupes qui viendront, un peu format style fête de la musique pour animer la ville et faire en sorte qu'on passe une belle fête. Enfin, pour que cette journée soit une grande fête populaire, le président du département Alain Leboeuf le dit, il souhaite que plus de la moitié des 700 000 Vendéens se retrouvent le 4 juin sur l'ensemble des 7 sites traversés par le passage du relais de la flamme olympique. Toujours en sport, Sébastien Simon a dévoilé les nouvelles couleurs de son IMOCA aux Sables d'Olonne. Le chantier d'hiver a permis de rendre le bateau plus confortable et plus sécurisant pour le skipper lyonnais du groupe du Breuil, qui, on le rappelle, sort d'une longue période de convalescence après sa blessure grave lors de la course Retour à la base. Regardez ce reportage de Simon Philippot. Après plusieurs mois de travail, le voici enfin à l'eau. L'IMOCA de Sébastien Simon est paré de ses nouvelles couleurs et prêt pour aborder la dernière ligne droite avant le Vendée Globe. Le Sablais, victime d'un grave accident en course, touché aux vertèbres et avec une commotion cérébrale, sort d'une longue période de convalescence. Un accident qui l'a amené à repenser sa vie à bord. On a dû travailler sur l'adaptation du bateau pour le solitaire, mais aussi un gros travail ergonomique pour nous permettre d'évoluer en sécurité. Voilà, donc ça passe par des couchettes adaptées, ça passe par des sièges ergonomiques montés sur amortisseurs pour absorber les impacts verticaux. Et aussi, on a fait appel aux pêcheurs locaux pour nous fabriquer des filets qui nous permettront de ne pas être projetés contre des cloisons, mais de pouvoir diviser la zone de vie en deux et de pouvoir s'arrêter avant de rencontrer un obstacle plus dur. Il lui reste 2 courses à effectuer pour décrocher sa place sur le ponton du Vendée Globe. Pour celui qui a dû abandonner la dernière édition après une collision avec un OFNI. Et pour cela, il peut compter sur le soutien de son partenaire, le groupe vendéen du Breuil. Dans notre idée, ce projet s'inscrit dans la durée, à minima jusqu'à la route du Rhum 2026, mais pourquoi pas un autre Vendée Globe en 2028. Ça dépendra aussi de Seb, ça dépendra de la saison, comment elle se passe, s'il a envie de continuer, parce que c'est effectivement des conditions de navigation très difficiles. On ne se voit pas forcément aller avec un autre skipper. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tel lien qui s'est créé avec Sébastien et nous qu'on a envie de continuer avec lui, mais effectivement, les courses et le programme 2024 en décideront de la continuité de ce projet. À environ 200 jours du départ du Vendée Globe, Sébastien Simon semble plus que jamais armé pour affronter l'Everest des mers. Il donne rendez-vous au Sablais le 10 novembre. Le week-end s'annonce ensoleillé, l'été approche. Et oui, la saison estivale commence peu à peu dans les communes vendéennes. La semaine dernière, celle de l'agglomération de La Roche-sur-Yon a été présentée au potager extraordinaire. La nature sera au centre des animations. Écoutez le nouveau directeur de Destination La Roche-sur-Yon. Pour cet été, on va déjà expérimenter des nouvelles visites en fait, qui vont être proposées au public, des visites à la découverte des animaux de la place. Le public sera invité sur le 1er juillet et le 31 août à découvrir en fait les animaux avec des visites proposées par l'équipe des guides conférenciers et un vétérinaire qui viendra expliquer la vie de l'animal, comment se comporte l'animal et puis à manipuler aussi nos animaux mécaniques. Donc une animation qui va beaucoup plaire. On proposera aussi des balades à vélo au départ de l'office de tourisme et au départ de la maison des libellules pour découvrir le territoire nature de La Roche-sur-Yon pendant toute la période des vacances scolaires. Et la maison des libellules qui sera ouverte aussi de 14h à 18h tous les après-midi du 1er juillet au 31 août. C'est la fin de l'hebdo, merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès lundi à midi car il n'y a pas de matinale la semaine prochaine. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.